Mesdames et messieurs, bonjour. Le chien a beau avoir 4 pattes, mais il ne peut emprunter que 2 chemins à la fois. Il ne peut emprunter 2 chemins du moins à la fois. C'est par ce proverbe africain que nous démarrons ce nouveau numéro de Sika Infomag, votre magazine quotidien d'information consacré à l'analyse de l'actualité dans le monde entier et en Afrique. Nous parlerons aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations qui a pris fin avec le sacre des éléphants de la Côte d'Ivoire comme champion d'Afrique. Mais si les Ivoiriens ont réussi à faire un parcours remarquable, peut-on dire la même chose de l'organisation logistique et décisionnelle? La CAN 2015 aurait-elle été la CAN de toutes les compromissions? Nous aborderons le sujet tout à l'heure, mais avant le débat, je vous propose de suivre le flash. Les éléphants de la Côte d'Ivoire tiennent leur revanche après 2 finales perdues au tir au but en 2006 et en 2012. La Côte d'Ivoire a remporté sa 2e Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana ce dimanche à Bata. L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations a donc pris fin avec ses multiples rebondissements et décisions de la CAF plus ou moins contestées. Au Nigeria, le report des élections suscite de vives critiques. L'opposition dénonce une atteinte grave à la démocratie à 7 jours du vote initialement prévu pour le 14 février. La commission électorale a annoncé les élections présidentielles reportées pour le 28 mars et les élections des gouverneurs pour le 11 avril. Au Niger, le Parlement approuve ce lundi l'engagement des troupes nigériennes au Nigeria pour combattre les islamistes de Boko Haram qui ont lancé leurs premières attaques d'envergure vendredi et dimanche dans le sud-est du Niger, confirmant ce pays comme une de leurs nouvelles cibles. Retour sur le plateau de Sika Infomag pour notre débat qui porte sur la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Peut-on qualifier cette compétition qui a pris fin ce dimanche à Bata en Guinée équatoriale de la compétition de toutes les compromissions? Nous y reviendrons juste après le générique qui annonce l'ouverture du débat. Pour débattre du sujet qui nous intéresse dans ce numéro de Sika Infomag, j'ai sur ce plateau 2 journalistes de la presse africaine. Il s'agit de Johannes Toanou, il est journaliste sportif. Johannes Toanou, bonjour. Bonjour Joël Arafoli. J'ai également sur ce plateau Emmanuel Crépi qui est journaliste à Sika TV. Emmanuel, bonjour. Bonjour Joël. Alors ma première question s'adresse à vous Johannes. La Côte d'Ivoire qui remporte enfin sa 2e Coupe d'Afrique des Nations après plusieurs tentatives et en l'absence de l'emblématique capitaine Didier Drogba. Alors, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire mérite réellement cette victoire? Alors, je vais répondre oui, parce que je rappelle juste que les 2 équipes finalistes sont quand même les meilleures attaques de la compétition. Donc, n'est pas en finale de Coupe d'Afrique des Nations qui veut. La Côte d'Ivoire s'est quand même offerte les possibilités d'y accéder. Je rappelle aussi que la Côte d'Ivoire a éliminé en quart de finale le grandissime favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, en l'occurrence l'Algérie. Je rappelle aussi qu'ils ont eu à sortir le Cameroun qui était annoncé comme grand favori aussi. Donc je dis oui, la Côte d'Ivoire mérite cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour je crois à la discipline tactique que cette équipe a eu à montrer tout au long de la compétition. Je crois que c'est un mérite pour cette équipe ivoirienne qui, rappelons-le, on a toujours dit, c'était une génération maudite. Finalement, ils ont pu s'en sortir. Cette Côte d'Ivoire a quand même eu du mal à décoller au début de la compétition. C'était prévisible en ce sens que Hervé Renard s'était quand même tiré quelques balles dans le pied tout seul, puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Drogba a dit non. Il est allé voir Didier Maestro Zokora aussi, qui a décliné l'offre. Donc il avait un groupe qui n'était pas aussi uni que ça. Maintenant, le capitaine qui était là, je veux parler de Touré Yaya, a dû prendre ses responsabilités, aidé de son grand frère Kolo Touré qui lui a accepté de revenir en sélection. Donc c'était prévisible qu'il monte crescendo dans la compétition. Donc je pense que c'est ce qui explique. Et puis il ne faut pas rappeler que c'était quand même le groupe de la mort. Ils ont eu des équipes pas du tout faciles à jouer, notamment le Mali de Henri Kasperzak, qui est une équipe extrêmement disciplinée tactiquement et physiquement au point. Je pense à Adama Tamboura et au capitaine Seydou Blé Keïta qui est en sélection depuis 2002. Donc autant d'éléments qui font que la Côte d'Ivoire a eu à jouer les équipes les plus coriaces de la compétition. Donc on peut dire que la
Côte d'Ivoire s'est renforcée au fur et à mesure qu'elle évolue et puis dans la compétition. Une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas forcément pour paraître le plus beau, c'est comment faire pour passer chaque étape. L'important, c'est de gagner. L'important, c'est alors, de gagner. Emmanuel Crépy, alors, on a suivi tout à l'heure, Johannes disait donc que la Côte d'Ivoire était partie sur un mauvais pied. Il y avait certainement un problème tactique. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que la Côte d'Ivoire mérite vraiment cette victoire? Écoutez, Joël, la Côte d'Ivoire qui vient de gagner, n'oublions pas que c'est une génération qui est dénommée génération dorée, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse les qualifier de génération maudite. N'oublions pas que c'est une génération qui, ces dernières années, a fait la fierté de tout un peuple. La Côte d'Ivoire gagner une Coupe d'Afrique des Nations, cela devait arriver depuis 2 organisations en arrière. Et s'il n'y avait pas eu une équipe égyptienne imbattable à un moment donné, la Côte d'Ivoire devait, avec cette génération, aurait pu faire même un triplé en gagnant 3 fois de suite la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cela n'arrive que maintenant. Maintenant, prenons en compte la compétition qui s'est déroulée en Guinée équatoriale. Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite de remporter le titre? Je dirais tout de suite oui. La Côte d'Ivoire avait une belle équipe. C'est vrai que toutes les équipes qui étaient à cette compétition, il y avait pas de petite équipe. Oui. La preuve, c'est que nous avons suivi le premier tour de cette compétition et les équipes avaient du mal à se démêler, les écheveaux avaient du mal à se démêler. Oui. Il y avait difficilement eu des qualifications dans chaque groupe. Tout a été joué à la 3e journée des phases de poule. Des phases de poule. Donc, il y avait tellement de bonnes équipes à cette compétition, mais il fallait quand même que des équipes gagnent. Il ne faut pas oublier aussi que la Côte d'Ivoire, quoi qu'on puisse dire, est arrivée à cette compétition un peu affaiblie, mais toujours avec la casquette de favori, même si le plus grand favori de cette compétition c'était l'Algérie. L'Algérie qui s'était illustrée à la dernière Coupe du Monde. Alors, Emmanuel Crépy, dites-nous, est-ce que la Côte d'Ivoire, avec son entraîneur Hervé Renard, c'était le technicien qu'il fallait ou bien c'était le chanceux qui sait être au bon endroit? C'est une question difficile qui trouvera difficilement une réponse, mais je vais m'y essayer. Hervé Renard n'est pas à son coup d'essai. Hervé Renard a fait gagner une Zambie qui n'était pas de très loin. Qui n'était pas une équipe composée d'individualités vraiment connues sur le continent africain. Hervé Renard est venu prendre une Côte d'Ivoire vieillissante, il faut le dire, une Côte d'Ivoire qui, à la dernière Coupe du Monde, a fait pied de figure. Si on tient compte de ces facteurs, on peut dire que Hervé Renard est l'un de ces techniciens qui connaissent le football africain, qui savent vraiment faire les choix pour vraiment gagner sur le terrain. Maintenant, on peut aussi dire que Hervé Renard est un chanceux parce que gagner une Coupe d'Afrique, 2 Coupes d'Afrique des Nations en l'espace de 3 ans, parce que le sac de la Zambie c'était en 2012 à la co-organisation du Gabon et de la Guinée équatoriale. Gagner 2 Coupes d'Afrique en l'espace de 3 ans avec 2 équipes qui n'ont rien à voir en commun, je puis dire que il y a non seulement de la chance, mais Hervé Renard, il faut le reconnaître aujourd'hui à la carrue de ces grands entraîneurs. Voilà. Alors, Towanou, dites-nous, Hervé Renard qui gagne aujourd'hui, il est le seul entraîneur africain à avoir gagné, le seul entraîneur du moins à avoir gagné 2 fois successivement cette coupe avec 2 équipes différentes. Oui. Est-ce que vous croyez en ses capacités techniques? Alors, personnellement, je vais me mouiller. Hervé Renard, c'est un génie. C'est un génie dans sa propension à tirer le meilleur d'un groupe. J'ai vu la Côte d'Ivoire qui, quand même, lors des dernières campagnes et dernières Coupes d'Afrique des Nations, jouait un football offensif, essayait de procéder par un jeu chatoyant, fait de passes et un jeu vers l'avant. La Côte d'Ivoire, à cette phase-là de Coupe d'Afrique des Nations, a essayé de jouer long. On part depuis l'arrière, on met des transversales, on trouve Gervais Yaokwasi ou Max Alain Gradet dans les couloirs, et puis on envoie vers Wilfried Bony qui attaque. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup marqué non plus. Hein. Ils n'ont pas beaucoup marqué, mais ils ont su marquer les buts importants. On a vu, ils ont cartonné l'Algérie qui était quand même grandissime favori, 3-1, c'est pas rien. Voilà, donc cette Côte d'Ivoire là, je pense que Renard, il faut lui tirer un coup de chapeau parce que il est en train de faire ce que personne n'a jamais fait, c'est-à-dire gagner 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 sélections différentes.
Le seul qui en avait, c'est Chiata, l'Égyptien, qui en a gagné assez, mais uniquement avec l'Égypte. Donc, le mérite doit revenir à Renard. Il a quelque chose de plus, notamment quand on voit une fatidique séance des tirs au but, qui quand même tourne à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Il a su mettre au bon moment Kopa Barry. Bien sûr. Bon, c'est plutôt la blessure de Sylvain Gbowô qui a favorisé Kopa Barry, qui finalement s'est révélé le sauveur. Il a été le porte-bonheur de la Côte d'Ivoire. Le sauveur de toute une nation. Il ne faut pas oublier que, vous savez, le football a de ces anecdotes-là. Kopa Barry, c'était l'homme le plus hué par la population ivoirienne. C'est cela, la Côte d'Ivoire. C'est cela, le football. Bien sûr. Et c'est ce Barry-là qui, aujourd'hui, devient le sauveur. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que le Ghana a démérité? Du tout. Le Ghana n'a pas démérité. Personnellement, je fais partie de ceux qui n'avaient pas misé un iota sur cette équipe ghanéenne depuis le début de la compétition, parce que je ne comprenais pas qu'on puisse faire venir un Israélien 2 à 3 semaines avant le début d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour venir diriger une sélection ghanéenne. Mais il a réussi quand même à relever le défi. Il a réussi à relever le défi, mais il a eu le même problème que Renard, c'est-à-dire qu'il a appréhendé son équipe au fil de la compétition. On a vu le premier match où ils ont balbutié leur football, où ils ont été dominés par le Sénégal, mais après, Asamoah Gyan, qui souffrait de malaria, est revenu et a sauvé face à l'Algérie, et au fur et à mesure, on a vu que cet entraîneur-là, l'Israélien Avram Grant, a pris la mesure de son équipe qui était quand même diminuée de certains cadres. Et puis, au fil des matchs, ils ont compris le style de l'entraîneur et ils s'en sont sortis. Donc, quand vous perdez une finale au tir au but, on doit convenir, du moins que ce n'est pas forcément le mérite qui est en jeu, mais il y a un quota chance qui a tourné. Oui, très rapidement. Je voudrais rajouter, les deux équipes sur le terrain hier, lors de la finale, méritaient de gagner. L'une ou l'autre aurait remporté ce trophée qui aurait pas scandale. Qu'elle aurait mérité. Et je voudrais dire, je ne suis pas superstitieux. Parce que pour avoir eu l'avantage d'avoir 2 buts, c'est-à-dire les 2 premiers pénaltys ratés par la Côte d'Ivoire, le Ghana pouvait facilement gagner. Je ne voudrais pas être superstitieux, mais je puis vous dire que tout était préparé, tout était déjà prêt hier, tracé hier pour que la Côte d'Ivoire gagne ce trophée. Parce que en 92, l'histoire s'est répétée. Bien en 92, c'était le même scénario. C'était 0-0 à l'issue du temps réglementaire et les tirs au but, 11 tirs au but transformés par les Ivoiriens contre 10 pour les Ghanéens. Mais avant d'en arriver là, les Ivoiriens ont éliminé une équipe camerounaise. Bien sûr. Une équipe d'Algérie. Et cette fois-ci, cette année, c'est la même chose qu'on a connue. La Côte d'Ivoire a éliminé le Cameroun, la Côte d'Ivoire a éliminé l'Algérie et s'est retrouvée face au Ghana, 0-0 à la fin du temps réglementaire au tir au but. Je crois que le sort avait décidé avant même l'instant fatidique des tirs au but. Donc c'est l'histoire qui se répète. L'histoire s'est répétée. Alors très rapidement, Emmanuel Crépy, on a eu aussi au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations des contestations par rapport aux décisions de la CAF, entre autres contestations. C'est celle qui concerne la sanction infligée aux pays organisateurs au sujet du sursis accordé par rapport à la pagaille que nous avions vue au cours de la demi-finale face au Ghana. Oui, Joël, il y a quelque chose que je voudrais souligner et que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que la Guinée équatoriale a eu à organiser cette compétition en 2 mois, disons même en moins de 2 mois. Et c'est pour cette raison une compétition organisée. Non, laissez-moi aller au bout. Une compétition organisée en 2 mois ou en moins de 2 mois, à côté des pays qui ont souvent 2 ans pour l'organiser. Je crois d'abord qu'il faut commencer par décerner un satisfecit à la Guinée équatoriale que de chercher à tirer là où ça n'a pas marché. C'est vrai, il y a eu cet incident lors de la demi-finale qui opposait la Guinée équatoriale à l'équipe ghanéenne. Mais quand je prends cet incident que je mets à côté du parcours de la Guinée équatoriale qui s'est surpassé pour organiser cette Coupe d'Afrique parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident de l'organiser en 2 mois. Je crois que cet incident à côté de ce que nous avons vu, il y avait eu des joueurs, il y avait eu un public, il y avait eu l'émotion. La Guinée équatoriale a réussi à organiser une CAN. Je crois que cet incident à côté de tout ceci était minime et que quand j'en reviens à cette décision de la CAF par rapport à la Guinée équatoriale, je ne juge pas qu'il y a eu une certaine complaisance. On devait tenir compte de la circonstance atténuante, de la circonstance atténuante. Au détriment alors des autres.
pas au détriment des autres, pas au détriment des autres. Les violences dans les stades, c'est pas l'apanage de la Guinée équatoriale. La preuve, on l'a eu en Égypte pendant qu'on jouait pas plus tard que ce week-end. C'est pas l'apanage de la Guinée équatoriale, mais remercions le ciel qu'il n'y ait pas eu plus de blessés que les 36, qu'il n'y ait pas eu de débordement, qu'il n'y ait pas eu de mort en tout ceci. Alors nous allons revenir sur le sujet avec Johannes Toanou tout à l'heure. Madame, monsieur, ce sera tout pour le premier quart de ce Sika Info Mag. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. Vous êtes toujours sur Sika TV, vous suivez actuellement Sika Info Mag. Nous ouvrons à présent le deuxième quart consacré exclusivement à l'actualité économique. Voici le journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de l'économie. Voici les principaux éléments que nous allons développer. Le Sénégal achètera bientôt de l'électricité à moindre coût. Il vient de signer un contrat dans ce sens avec une entreprise indienne. L'Internet mobile est rétabli en République démocratique du Congo au grand bonheur des petites et moyennes entreprises. Il avait été coupé il y a 20 jours. Enfin, l'emploi américain a démarré l'année en trombe. Le taux de chômage connaît cependant une légère hausse. À nouveau bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie que nous commençons par une information nous parvenant du Sénégal. Le groupe indien Jindal Steel and Power va construire une centrale électrique de 350 MW au Sénégal. Sa valeur, près de 790 millions d'euros, exclusivement assurée par ce groupe indien. L'électricité produite sera cédée à la Société sénégale d'électricité Sénélec au prix très compétitif de 63,75 francs CFA le kilowattheure contre un prix moyen de 200 francs CFA le kilowattheure pour l'énergie produite par les centrales à gaz locales. Il faut dire que le contrat d'achat d'énergie avec la Sénélec a été signé vendredi dernier. Et puis bonne nouvelle pour les Congolais, 20 jours après son interruption, l'Internet mobile est rétabli dans le pays, de quoi redonner le sourire aux responsables des petites et moyennes entreprises qui ont été fortement touchés par cette mesure qui a fragilisé l'économie de la République démocratique du Congo. Ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser, leurs factures de téléphone grimper et leur temps de travail augmenter. Nous passons maintenant à un autre élément. D'ici le mois prochain, la France mettra en place une banque de l'exportation. Ce dispositif qui concernera tous les pays, également tous les secteurs économiques sans restriction aucune, a été annoncé la semaine dernière par le président français François Hollande. C'était à l'occasion du forum Franco-Afrique. Que pensent les dirigeants africains de ce dispositif? Voici quelques réactions de chefs d'État. Nous pensons qu'avec tout ce qui est prévu, notamment en matière de financement, en matière de garantie,
les entreprises françaises pourront faire du partenariat public-privé dans d'excellentes conditions. En tout cas, nous sommes très ouverts à cela, Monsieur le ministre, et nous vous remercions de cette opportunité. Nous avons insisté sur l'élément qui est très important pour le développement de nos pays, qui est celui de la transformation. Nous sommes des exportateurs de produits bruts et nous avons un élément important avec la transformation, non seulement de pouvoir ajouter de la valeur à nos produits, mais aussi créateur d'emplois. L'Afrique a l'opportunité, je l'ai dit, c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés, c'est 1 milliard d'habitants aujourd'hui, donc ce sont là vraiment un vaste potentiel que nous pouvons mettre en commun. Il y a aussi la nécessité d'adapter les outils de la coopération, de rénover les marchés des capitaux et de réduire cette mauvaise perception du risque en Afrique qui en réalité ne correspond pas à la réalité. Direction maintenant la Côte d'Ivoire, la société Aéria qui assure l'exploitation de l'aéroport d'Abidjan s'est vue retirer la concession pour la construction et la gestion du projet de la ville aéroportuaire Aérocité à Abidjan. Le gouvernement ivoirien justifie sa décision par la défaillance de la société Aéria qui n'a pas pu réaliser le projet Aérocité dans les délais et les conditions requis. Et puis, de son côté, la filiale EJ de cette société soutient, quant à elle, que les deux parties ne se seraient pas entendues sur les montages économiques du projet. Parlons maintenant emploi aux États-Unis. L'emploi américain a commencé l'année en trombe malgré une légère remontée du taux de chômage, ce qui confirme la vigueur de la reprise aux États-Unis et le scénario d'un possible changement de cap monétaire. La Banque centrale américaine doit décider dans les prochains mois si l'économie s'est suffisamment rétablie pour pouvoir supporter le premier relèvement des taux directeurs maintenus proches de zéro depuis 2008 pour soutenir les activités. Les images. Le rapport sur l'emploi dévoilé vendredi par le département du travail devrait apporter du baume au cœur à l'administration Obama, même s'il ne recèle pas que des bonnes surprises. Le taux de chômage américain est ainsi remonté de 0,1 point en un mois pour s'établir à 5,7% après être tombé en décembre dernier à son plus bas niveau depuis près de 6 ans, selon une étude réalisée auprès des ménages. En un mois, le nombre de chômeurs aux États-Unis est reparti à la hausse de 3,3% pour s'établir à près de 9 millions, marquant un coup d'arrêt à la baisse des derniers mois. Autre ombre au tableau, le taux de chômage des Noirs reste 2 fois supérieur à celui des Blancs et près de 7 millions d'Américains sont contraints de travailler à temps partiel pour raisons économiques. Malgré ces quelques nuages, les créations d'emplois qui sont, elles, calculées en sondant les entreprises ont confirmé leur dynamisme et augurent de beaux lendemains économiques aux États-Unis. En janvier, l'économie américaine a ainsi créé 257 000 emplois de plus qu'elle en a détruits, surpassant de loin les prévisions des analystes qui avaient indiqué 235 000 emplois. Ces chiffres de l'emploi sont donc de bon augure pour la croissance américaine, après un dernier trimestre solide, soit 2,4% de croissance en rythme annualisé et à l'aube d'une année charnière. Vous suivez toujours le journal de l'économie sur Sika TV. Voici notre invité du jour. Notre invitée, Madame Souléat Douro-Pendou du cabinet FMIS basé à Cotonou, Bénin. Ravi de vous retrouver. Bonjour. Bonjour, Madame. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler des sociétés cotées en bourse. Quand on parle d'une société cotée en bourse, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Une société cotée en bourse est une société dont les actions qui la composent, les actions qui composent son capital, sont pour tout ou en partie échangeables sur un marché financier. Et les principales bourses mondiales que nous avons sont en Amérique, en Europe et en Asie. En Amérique, nous avons le Wall Street, qui est assez populaire. Nous avons en Europe la bourse de Paris, où le principal indice est le CAC 40. Nous avons la bourse de Francfort. En Asie, nous avons la place du Japon, avec le Nikkei 225 comme principal indice. En Afrique de l'Ouest, nous avons la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est commune à l'UEMOA d'ailleurs. Et la bourse de l'Afrique centrale, nous avons le Douala Stock Exchange au Cameroun,
la bourse de l'Afrique australe, nous avons par exemple le Johannesburg Stock Exchange en Afrique du Sud. Oui. Et les bourses de l'Afrique du Nord, nous avons par exemple le Stock Exchange of Mauritius en Mauritanie. Et il faut dire aussi que pour qu'une entreprise place son capital en bourse, il y a certains critères. Et c'est quoi les conditions? Je suis une société, j'ai envie d'être cotée en bourse. Quelles sont les démarches que je dois mener? Les critères pour être coté en bourse varient selon la place boursière que vous avez choisie. Mais il faut déjà dire que nous avons le marché réparti en 3 catégories et ces catégories-là dépendent de votre capacité d'investissement sur le marché, c'est-à-dire de votre capital. Nous avons une première catégorie qui s'appelle le premier marché, nous avons une deuxième catégorie qui s'appelle le second marché, et nous avons une troisième catégorie qu'on appelle le nouveau marché. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces différentes catégories? La différence, c'est le capital de l'entreprise, c'est-à-dire, on peut dire vos actions. Initial. Voilà, l'apport initial que vous pouvez apporter. Et donc, si je prends l'exemple de Euronest à Paris, sur le premier marché, déjà, il faut une capitalisation de 1 milliard d'euros. Et quand on entend cette somme-là, on se rend compte qu'il faut vraiment être une entreprise assez solide pour pouvoir être dans cette catégorie-là. Et il faut justifier d'au moins 3 ans de compte certifié. Et il faut prévoir 25% du capital pour l'émission des titres. Sur le second marché, toujours pour l'exemple d'Euronest à Paris, il faut prévoir, il n'y a pas de minimum requis. Mais pour la capitalisation boursière, généralement, c'est 20 millions d'euros. Et il faut prévoir 10% du capital pour l'émission des titres. Et il faut être une société par action, c'est-à-dire qu'il faut avoir des actionnaires dans la société. Et nous pouvons aussi dire sur le nouveau marché ce sont d'abord les jeunes entreprises qui ont besoin d'un capital d'investissement pour élargir peut-être leurs activités, pour s'améliorer. Et il faut 1,5 million d'euros de fonds propres et il faut un minimum de 100 000 titres ou 20% du capital. Et il faut que 80% des parts de la société soient détenues par des propriétaires. Donc, ils ont le droit juste d'émettre 20% du capital sur le marché financier. Et alors, Madame Soleat, si je suis par exemple une société africaine et que j'ai envie de me faire coter en bourse, est-ce que je peux aller le faire aux États-Unis par exemple, ou c'est limité à mon continent? Non, ce n'est pas limité au continent, mais il faudrait que vous puissiez être dans les normes requises par ces places boursières-là. Alors, quelques exemples de sociétés cotées en bourse? Nous avons les 4 premières capitalisations boursières de par le monde. Il y a Apple, et il y a ExxonMobil, il y a Google, il y a Microsoft. Mais par exemple, en Afrique de l'Ouest, sur la bourse régionale des valeurs mobilières, nous avons la BOA Bénin, la BOA Niger, la BOA du Sénégal. Nous avons aussi Air Liquide de Côte d'Ivoire. Donc ce sont là des exemples de sociétés qui sont cotées sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Merci beaucoup, Madame Soleat Dourokpendou. Vous restez avec nous, hein, vous allez analyser quelques tendances du jour. Et c'est juste après ceci. Alors, Madame Soleat, quelles sont les tendances que vous allez analyser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose le All-Short du Johannesburg qui est à 51.750,50, autant pour moi, et la variation est de moins 0,48%. Et cette baisse observée là est soutenue par la performance négative de MIS Telematis, qui est une entreprise qui opère dans le secteur de la technologie et qui crée et met en place des logiciels informatiques de gestion. Et il faut dire que cette société-là a une baisse de moins 3,57%. Donc c'est assez important pour influer. Oui. Je vous propose aussi... Une tendance en Europe maintenant? Oui, voilà, tout à fait. Nous allons parler du Belvin. Le Belvin qui est dans le rouge, moins 0,5%. C'est la Belgique, il faut le préciser. Oui, c'est la Belgique. Le Belvin, c'est l'indice phare de la Belgique et ça regroupe les 20 premières entreprises cotées sur cette place boursière-là. Et nous avons une variation donc de moins 0,62% avec une valeur de 3 528. Et il faut dire que cette baisse-là est aussi observée sur le CAC 40 et sur le DAX 30. Et cette baisse-là s'explique par le fait que les investisseurs sont toujours inquiets. Il y a déjà eu l'inquiétude par rapport au fait que la BCE a refusé d'investir sur le gouvernement grec. Mais une nouvelle inquiétude est par rapport à l'issue du bras de fer entamé entre le Fonds monétaire international et le gouvernement grec. Et en effet, le gouvernement grec a décidé qu'il n'avait plus besoin des aides conditionnées, mais plutôt d'un soutien réel pour son économie. Donc c'est ce qui justifie. Et cela se ressent.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Soleat Douropendou. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou, au Bénin. Merci d'être venu éclairer notre lanterne. Merci à vous. On se retrouve demain. Oui, tout à fait. Alors, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie que nous vous remercions d'avoir suivi. À demain donc pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le monde. Merci de rester fidèle à Sika TV. Vous êtes sur Sika Infomag, la troisième partie de ce magazine consacré au décryptage des faits marquants dans le monde entier et sur le continent africain. Nous poursuivons avec le débat du jour qui porte sur la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Peut-on qualifier cette 30e édition de cette CAN d'une compétition de toutes les compromissions? C'est le thème du débat du jour. Nous y reviendrons juste après le flash. Les éléphants de la Côte d'Ivoire tiennent leur revanche après 2 finales perdues au tir au but en 2006 et en 2012. La Côte d'Ivoire a remporté sa 2e Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana ce dimanche à Bata. L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations a donc pris fin avec ses multiples rebondissements et décisions de la CAF plus ou moins contestées. Au Nigeria, le report des élections suscite de vives critiques. L'opposition dénonce une atteinte grave à la démocratie à 7 jours du vote initialement prévu pour le 14 février. La commission électorale a annoncé les élections présidentielles reportées pour le 28 mars et les élections des gouverneurs pour le 11 avril. Au Niger, le Parlement approuve ce lundi l'engagement des troupes nigériennes au Nigeria pour combattre les islamistes de Boko Haram qui ont lancé leurs premières attaques d'envergure vendredi et dimanche dans le sud-est du Niger, confirmant ce pays comme une de leurs nouvelles cibles. Le décryptage se poursuit. Pour débattre du sujet du jour, j'ai toujours sur ce plateau 2 invités. Johannes Toanou, il est journaliste sportif au Bénin, et Joël Yetonji, cette fois-ci journaliste à Sika TV. Mais avant de relancer les discussions génériques. Retour sur le plateau de Sika Infomag pour continuer le débat sur l'organisation de la CAN 2015. Ma première question s'adresse à vous, Joël Yetonji. Après son refus d'organiser la CAN 2015 pour raison d'Ebola, le Maroc a écopé d'une sévère sanction, une suspension des 2 prochaines CAN et une amende de $1 million. Votre réaction par rapport à cette sanction? Ah oui, réaction, je l'aurais su 2 plans. Le premier en tant qu'amoureux du cuiron et le second en tant qu'observateur. En tant qu'amoureux du cuiron, je dirais oui, et ça me paraît en termes de sanctions trop lourd parce qu'on sait le football c'est suffisamment fédérateur, non seulement pour le pays mais aussi pour le continent. Vous savez, c'est la seule rencontre et ça ne s'organise actuellement qu'une fois l'an, où ça permet aux États de se rencontrer, de sceller les relations, même si aujourd'hui on en est encore à déplorer un peu les violences sur nos stades. Pour autant, la régularité à cette compétition, pour peu que les équipes sont aptes, c'est chose souhaitable. Mais rien que pour des situations que nous connaissons, qu'on en arrive là, je dis, pour l'amoureux du cuiron que je suis un peu malade. Maintenant, quand on observe de plus près les faits, à savoir que c'est pour des maladies, pour des cas de la maladie à virus Ebola, comme vous l'avez notifié, qu'on en est arrivé là. D'une propagation de ce virus. C'est vrai qu'un peu plus tôt, on a observé, on a vu le Maroc qui a organisé un certain nombre de compétitions quand même. Et que ce soit la raison qui a été avancée, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut un peu douter
de la pertinence de cette raison avancée. Vous mais pensez qu'il y a une autre raison? Il pourrait bien, c'est possible. Oui, parce qu'on ne comprend pas que... une raison sanitaire. Parce mais que Ebola, non, c'est là où j'en viens. On savait que le virus Ebola tuait. C'est la période, oui, c'est la période où le point le plus culminant du mal. Voilà, on avait atteint justement. Ça, c'est vrai. Mais c'est un peu ce que je suis en train de faire remarquer. Mais cela n'a pas empêché le Maroc d'accueillir un certain nombre de compétitions. Oui, une compétition réservée quand même au Maghreb, mais qui n'était pas étendue vers l'Afrique noire. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais je dis une fois encore, ça, ce n'est pas un argument suffisant. Mais pour peu que nous n'avons pas d'autres raisons, on n'a pas la preuve du contraire, il devrait y avoir de situations atténuantes. Oui. Je suis d'accord. Donc, il devrait y avoir de situations atténuantes. Et donc, rien que de ce point de vue, on pourrait revoir un peu cette sanction-là, l'amoindrir tout au moins. Donc, d'une manière ou d'une autre, en général... Il faut diminuer la sanction du Maroc. Tout à fait. Okay. Mais il faut quand même sanctionner, parce que vous imaginez, on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour remplacer le Maroc. C'est votre avis. Et si on ne sanctionne pas, ça pourrait se répéter. Voilà. Alors, Johannes Toranou, quel est votre avis sur cette sanction infligée au Maroc? Je pense que la sanction, pour moi, elle est juste. Elle est juste en ce sens que, quand vous parliez tout à l'heure de ce qu'a avancé le Maroc pour justifier, je pense que l'épidémie à virus Ebola n'est pas une raison suffisante pour décliner la Coupe d'Afrique des Nations quand on sait que ce virus a tué environ 10 000 personnes sur le continent africain. Actuellement, le virus ne s'est pas propagé en Guinée équatoriale. Donc le Maroc... On n'a pas encore fini. On vient de finir la compétition. Je suis tout à fait d'accord, mais le Maroc aurait pu réfléchir à comment faire pour mettre les garde-fous, comme la Guinée équatoriale l'a fait, les contrôles aux aéroports, on filtre toutes les frontières pour permettre que les choses se fassent dans les règles. Le Maroc, qui, je rappelle, a accueilli la Coupe du Monde des clubs, alors qu'il y avait quand même des équipes africaines. Je rappelle que les matchs de la Guinée-Conakry, qui est quand même, je dirais, l'un des foyers du virus, oui. Les matchs de la Guinée-Conakry étaient délocalisés au Maroc. Donc aujourd'hui, c'est des prétextes fallacieux, en tout cas selon moi, que le Maroc a avancé. Donc vous pensez qu'il y avait une autre raison? Il y a une autre raison. Ils avaient beaucoup plus envie de s'ouvrir au monde à travers la Coupe du Monde des clubs et les revenus. Vous savez, les Européens qui viennent en masse pour supporter le Real de Madrid, c'est beaucoup plus juteux, peut-être rentable en termes de visite au pays pour le Maroc que peut-être recevoir la Coupe d'Afrique des Nations. Alors cette sanction, elle est valable? Elle est valable. De suspension. Elle est valable parce que je rappelle que le Maroc ne s'est pas qualifié sur le terrain pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, ça fait quelques années. Donc ce n'est pas comme si c'était la fin du monde qu'on les sanctionne. Et le seul actuellement Marocain qui sont en train de faire des merveilles en club, c'est Mehdi Benassia, le défenseur central du Bayern de Munich. Donc ce n'est pas comme si cela pénalisait réellement les professionnels qui sont en Europe. Le Maroc s'en foutait. Le Maroc s'en foutait. C'est parce que le Maroc s'en foutait que le Maroc n'a pas cherché à, quand vous signez un cahier des charges et que vous revenez dire que vous voudriez qu'on reporte la compétition alors qu'il y a des enjeux économiques énormes. La Confédération africaine de football les a obligés à rembourser. Je crois les sommes sont chiffrées à plus de 8 millions d'euros. Et le Maroc va restituer ces sommes-là. Parce que délocaliser une Coupe d'Afrique des Nations pour des raisons aussi simples, et cela a créé beaucoup de dommages du côté de la Confédération africaine de football. Alors, Johannes, parlant toujours donc, de sanctions à l'issue de la rencontre Guinée-Équatoriale, Tunisie, l'arbitre du match a écopé d'une suspension de 6 mois. Oui. Une sanction que le ministre tunisien des Sports a jugée complaisante et appelle les pays du Maghreb à se retirer de la CAF. Quel est votre avis sur cette réaction? Allons-y depuis le début. L'arbitre, c'est un Mauricien, Sishoun Rajendra Passard, un nom aussi imprononçable que bizarre. Et cet arbitre-là, personnellement, j'étais énervé, hors de moi, en tant qu'amoureux du cuiron, quand je m'assieds devant un écran pour suivre un match, voir que l'arbitre a tordu le cou à l'histoire et à la vérité, j'étais froissé. Donc vous pensez que l'arbitre aurait pu être manipulé? C'est possible. Maintenant, parce que c'est le pays organisateur.
le pays organisateur, dans toutes les compétitions, depuis la nuit des temps, a toujours eu matière à se faire aider. Ça a toujours été comme ça. Le Brésil, face au Mexique, à la Coupe du Monde 2014, je rappelle les mêmes Tunisiens, lors de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile en 2004, ils avaient eu aussi des largesses arbitrales face au Sénégal notamment. Donc aujourd'hui, qu'on me dise que c'est une raison suffisante pour demander aux pays maghrébins de quitter la CAF, moi je dis c'est des arguties. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Quand on prend, je dis, sur les 11 dernières années, ben, ce sont les Maghrébins qui ont remporté le plus de Coupes d'Afrique des Nations. Oui, mais que cela se suive juste après l'ascension du Maroc. On a eu la situation de la Tunisie. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est une situation contre les pays du Maghreb, la CAF? Du tout. Parce que je rappelle que d'autres pays ont été sanctionnés. Je rappelle le cas du Nigeria. Dans ce pays qui avait refusé, dans des conditions comme ça, de se plier à des directives de la CAF et qui a été exclu de toute compétition. Le Nigeria, c'est pas un pays d'Afrique du Nord. Donc, il faut arrêter que les Maghrébins eux-mêmes, je me rappelle de Sofiane Fegouli qui disait à la Coupe du Monde 2014 qu'ils n'ont pas gagné pour l'Afrique, qu'ils ont plutôt gagné pour le monde arabe, mais que ceux-là même se lèvent et disent ce genre de choses et que leurs dirigeants aujourd'hui viennent nous la faire avaler comme quoi. Ils viennent confirmer. Ils confirment ce que eux-mêmes pensaient, ce que leurs propres joueurs disaient. Donc on ne peut pas aujourd'hui accuser les Noirs de racisme. On rappelle que des Noirs ont été battus en Tunisie suite à ce match-là en Guinée équatoriale. Ça n'a rien à voir avec le football. Johannes, nous allons prendre l'avis de Joël Yetondi. Alors parce que la Guinée a accepté, abriter la CAN, est-ce qu'il faut la laisser est-ce qu'il faut soutenir la Guinée, la CAF? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu une forme de favoritisme vis-à-vis de la Guinée équatoriale venant de la CAF? Je faisais certainement partie de ceux-là qui ont souri. On sourit pour la Guinée équatoriale simplement, qui était content pour la Guinée équatoriale. C'est vrai que c'était un peu regrettable le match, mais j'ai dit, ceux-là, ils ont fait le con. Et cela ne pouvait que leur arriver, ces Tunisiens-là. Si vous suivez bien ce match-là, c'était pas possible. Ils ont mené le match de bout en bout. Je veux parler de ces Tunisiens. Oui, ils ont permis, ils ont créé l'occasion. Malheureusement, on ne fait pas ça. Vous jouez contre un pays organisateur. Vous prenez les dispositions, comprenez? Et comprenez. C'était pas trop. Non, c'était pas trop. C'était pas trop. Que l'attaquant si c'était trop. Non. C'était trop flagrant. Non, écoutez, je dis, c'est arrivé, mais c'est dommage. Il a occasionné. Je dis, je fais partie de ces rares. Je suis d'accord parce que j'ai suivi le match avec un certain nombre de personnes. Chacun a eu sa réaction, un peu comme la réaction que vous avez. C'est légitime. Mais moi, je dis, ils ont fait le con. Ils ont créé l'occasion. Et pour des joueurs qu'on n'attendait pas là. Je veux parler de ces Guinéens qui n'étaient pas du tout attendus, comme une manne venue du ciel. Les choses les ont accompagnés comme ça et ils ont mis des leurs pour pouvoir en arriver là. Vous avez vu la suite de la compétition. Pour des Tunisiens, qui ont bénéficié aussi des grâces arbitrales en son temps. Oui, j'en ai ça cité tout à l'heure, le cas du match face au Sénégal. On ne peut pas l'oublier. Que ce soit eux qui veulent donner aujourd'hui des leçons, que ce soit eux qui ont oublié que quand on est pays organisateur, on pourrait être dans un certain nombre de grâces et qu'ils jouent comme des enfants. Oui, c'est des choses qui arrivent. Écoutez, faisons attention. Il s'agit pas. Non, faisons attention. Il ne s'agit pas que de la CAN. Avec pour de grandes compétitions mondiales, on a déjà eu ça. Même à la Coupe du Monde, on peut citer des exemples. Donc je ne sais vraiment pas ce dont on parle. Et il faut voir ces joueurs. Par la suite. Ils ont continué pas à mettre le pressing qu'il faut. Et vous avez vu le second but? On ne peut rien y reprocher. Mais les Tunisiens se sont avoués tantôt vaincus, je pense. Pour de grands professionnels qu'ils sont. C'est regrettable. Très rapidement, Joël Yetondi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la CAN et de la CAF elle-même? Aujourd'hui, Issa Hayatou qui ne veut pas partir. On a l'impression que dans le football, il n'y a pas la démocratie. C'est un problème d'ordre général. Hein. Là, au niveau de la CAF, moi, je prends cette institution comme un peu un État. Je souris parce que quand j'observe, tant petit que je dis que c'est la maison de la mafia même. Voilà, oui. Le président de la CAF est tout puissant.
tout puissant, mais il n'est pas ébranlable. seul. C'est des problèmes d'enjeux et d'intérêts, comme au niveau des États. Mais pour pouvoir inverser la tendance, il va falloir attendre encore un peu, quelques années. Mais ça va arriver, c'est possible. Vous avez vu un peu les candidatures qu'on nous a annoncées. Il y a des gens qui ont décliné vraiment des plans de travail assez élogieux qui, malheureusement, dans le contexte actuel, ne vont pas passer. Mais je dis, c'est déjà un petit pas. Le boulevard pourra donner quelque chose dans les années à venir. Il faut continuer par travailler. Je prends cela comme votre mot de fin. Johannes, très rapidement, l'avenir de la CAN et de la CAF elle-même. Alors, personnellement, très rapidement, je suis sûr que la CAN, elle va perdurer encore, puisque sur le terrain, ce sont les méritants qui l'ont emporté. Donc, hormis les couacs organisationnels, le football reste quand même maître du jeu. Donc, la CAN, elle a de l'avenir. Concernant la CAF, je rappelle rapidement que ce sont ces mêmes Maghrébins-là qui sont pratiquement dans l'organigramme de cette institution-là. Donc les propos du ministre tunisien, personne ne les suivra parce qu'ils sont dans la machine. Je rappelle que le siège de la Confédération africaine de football, c'est en Égypte. Donc ce sont les Maghrébins qui sont dans cette machine-là. Je ne crois pas qu'ils abandonnent leurs enjeux et leurs avantages pour suivre des propos du ministre tunisien. Maintenant, le problème de la CAF et de la longévité du président Issa Hayatou à la tête de cette institution. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. On sait que la FIFA aussi avec Blatter a ce même problème-là. Je me souviens aussi du président, de l'ex-président de la Fédération argentine de football, Julio Grondona, qui est mort au pouvoir. Donc, vous savez, le football, c'est une affaire d'enjeu. Une affaire d'intérêt, de gros sous, et souvent ces hommes-là n'ont pas envie de partir parce qu'ils ont leur bras droit. Et puis quand on travaille avec ceux en qui on a confiance, souvent c'est extrêmement rare de vous inquiéter. Merci Johannes Toanou, merci Joël Yetonji, madame, monsieur, ce sera tout pour Sika Info Mag. Mais avant de partir, suivez ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Info Mag. Un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est au-delà de tout salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. C'était Sika Infomag, votre rendez-vous du décryptage et de l'analyse de l'actualité sur Sika TV. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro.